Salut les amis. Ce soir, nous commençons par le monde sinistre, dangereux, et pas si glamour des assassins médiévaux. Ces silhouettes sombres qui rampaient dans les couloirs des châteaux et les ruelles obscures pour changer l'histoire avec une lame et un murmure. Alors qu'Hollywood les fait paraître cool, la vérité c'est qu'être un assassin médiéval, ça craignait sérieusement. Alors avant de vous mettre à l'aise, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, tamisez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux ronronnement de fond et plongeons ensemble dans le voyage de ce soir. Soyons clairs, personne à l'époque médiévale ne se réveillait en se disant « Vous savez quoi ? J'aimerais bien poignarder un noble à la gorge pour 12 pièces d'argent et l'honneur de me cacher dans un tonneau pendant 3 jours. » Devenir assassin n'était pas un parcours professionnel. C'était plutôt un dernier arrêt dans le train de « ma vie a horriblement mal tourné ». La plupart des assassins médiévaux n'étaient pas des solitaires mystérieux entraînés dans des temples de montagne. C'étaient des paysans désespérés, des soldats déshonorés, d'anciens voleurs avec une visée correcte, ou des gens tellement en marge de la société qu'ils pouvaient tuer un homme sans même être remarqués au recensement. Si vous étiez aisé, vous ne deveniez pas assassin. Vous en engagiez un. Si vous aviez un titre, des terres, ou même une chèvre à votre nom, vous étiez dans l'encadrement. Mais si vous veniez juste d'échapper aux prisons du seigneur Gaston, que vous aviez la réputation de résoudre des problèmes et que vous pouviez vous glisser dans une taverne sans être vu. Félicitations, quelqu'un quelque part était sur le point de glisser une bourse de pièces sur la table et murmurer un nom. Et ce nom n'était pas marrant. On ne vous demandait pas d'éliminer Henri le tranquille cultivateur de navets. C'était généralement un baron corrompu, un évêque avec trop d'or, ou quelqu'un avec 12 gardes du corps et des douves. La paye était tentante, le boulot horrifiant, mais au moment où quelqu'un l'envisageait, il n'avait plus rien à perdre. Pas de famille, pas d'avenir, et certainement pas de plan de santé dentaire. De plus, n'oublions pas le manque absolu d'avantages sociaux. Pas de retraite, pas de gloire, pas de soirée libre. Vous ne pouviez pas exactement accrocher une enseigne disant « élimination discrète sur rendez-vous ». Il fallait juste rester silencieux, bouger vite et ne jamais, au grand jamais, dire à quiconque ce que vous faisiez dans la vie. Surtout pas en criant après quelques chopes à l'auberge. Oh oui, je suis marchand de tapis itinérants. Les tâches, c'est de la teinture. Alors oui, personne ne rêvait d'être un assassin médiéval. Ils y atterrissaient parce que le monde les avait mâchés et recrachés, portant une capuche et tenant un poignard rouillé. Vous n'étiez pas le héros. Vous n'étiez même pas le méchant. Vous étiez la note de bas de page qui rendait tout le monde nerveux et qui probablement ne vivait pas assez longtemps pour profiter de la pièce. Éclatons le premier mythe. Les assassins médiévaux ne s'entraînaient pas à la lueur des chandelles dans quelques monastères cachés avec des mentors sages et une musique de flûte inspirante en arrière-plan. Il n'y avait pas de montage, pas de professeur, pas de discours d'encouragement. Si vous appreniez quelque chose, c'était en ne mourant pas les premières fois que vous essayiez. La plupart des assassins n'étaient pas des professionnels entraînés. C'étaient des amateurs désespérés, avec un sens correct de l'orientation et la capacité de grimper silencieusement sans éternuer. Si vous aviez l'expérience militaire, parfait. Cela signifiait que vous saviez comment tenir correctement un couteau. Sinon, eh bien, poignarder quelqu'un est assez intuitif, mais s'échapper ensuite avec vos 2 reins encore intacts. Ça demande du talent ou de la chance. Généralement, juste de la chance. Il n'y avait pas de manuel, pas de réunion d'orientation de guilde, pas de briefing sécuritaire. On ne vous apprenait pas comment repérer un sosie ou où les nobles gardent leur sortie de chambre. Vous le découvriez en vous suspendant à un rebord de fenêtre, vous demandant si vous veniez juste de ramper dans les quartiers des serviteurs encore une fois,
le poison. C'était de l'essai et erreur avec un accent lourd sur l'erreur. Parfois ça marchait, parfois votre cible était juste légèrement étourdie et plus méfiante de sa soupe. Parfois, vous buviez la mauvaise coupe. Il n'y avait pas de centre antipoison médiéval, juste de l'espoir, des suppositions à base de plantes et un estomac solide. Bien sûr, si vous aviez de la chance, et je veux dire une chance de loterie, vous aviez peut-être acquis quelques compétences auprès de voleurs ou de mercenaires. Peut-être qu'un vieil assassin vous avait montré comment marcher sans grincer sur les pavés. Mais le mentorat n'était pas standard. C'était rare et de courte durée parce que les assassins ne prennent pas leur retraite. Ils disparaissent. L'entraînement aux armes, oubliez ça. Vous ne portiez pas une épée à deux mains. Vous aviez un poignard que vous aviez volé à un garde, peut-être un garrot si vous vous sentiez fantaisiste, et tout ce qui tenait sous votre cape sans teinter. Alors non, vous n'étiez pas un maître mystérieux des arts martiaux. Vous étiez un type avec des mains calleuses, des pas silencieux et une relation profondément malsaine avec les ruelles. Le succès ne venait pas de l'entraînement, il venait de la survie. Vous appreniez comment tuer en le faisant rapidement, maladroitement, puis en disparaissant avant que quelqu'un puisse esquisser votre visage et le clouer à une porte d'église. En bref, votre éducation était brutale, pratique, et n'offrait aucune cérémonie de remise des diplômes. Juste des bleus, des taches de sang, et la réalisation rampante que vous étiez vraiment seul. Parlons de pourquoi vous deveniez assassin en premier lieu. Les pièces, froides, lourdes, qui teintent, délicieusement dépensables. La promesse de celle-ci, c'est ce qui vous y amenait. Mais la réalité, on vous payait en mensonge. Quand quelqu'un engage un assassin, il ne veut pas une relation à long terme. Il veut un service ponctuel, pas de paperasse, et idéalement pas de témoins, vous inclus. Il vous offre une bourse d'argent, la moitié maintenant, la moitié quand le travail est fait. C'est s'ils se sentent généreux. Mais voici le truc. Quand le travail est fait, est un code pour, après qu'on ait vérifié que vous n'avez pas tout gâché, ou nous avez mal fait paraître, ou laissé une piste qui mène jusqu'à nous, ou survécu assez longtemps pour en parler à quelqu'un. Alors vous faites le travail. Vous vous glissez dans les ombres, risquez votre vie, peut-être tuer un baron dans son sommeil. Pas joli, pas poétique. Et quand vous revenez, ah oui, à propos de ce paiement, le client s'est enfui terriblement désolé. Ou pire, ils essaient de vous tuer. Un couteau dans le ventre, c'est moins cher qu'un bonus. Et même quand vous étiez payé, ce n'était jamais tout à fait assez. Pas pour le risque, pas pour le sang, pas pour les 3 jours que vous aviez passés cachés dans une meule de foin avec des puces et des regrets moraux. Vous receviez une poignée de pièces, un hochement de tête brusque et un rappel. Vous n'étiez jamais ici. Aussi, fait amusant, certains contrats étaient faux. Des pièges politiques. On vous disait d'assassiner quelqu'un de dangereux seulement pour découvrir que c'était un leurre avec des gardes qui attendaient. Félicitations! Vous veniez juste de marcher dans une opération coup de filet avec votre nom déjà gravé sur la potence. Et même quand l'affaire était vraie, vous ne pouviez pas exactement aller au tribunal et porter plainte. Votre honneur, j'aimerais poursuivre Seigneur Edmond pour rupture de contrat d'assassin. Le seul tribunal que vous verriez était celui où vous étiez la pièce à conviction. Alors vous appreniez à prendre ce que vous pouviez, exiger le paiement d'avance et ne faire absolument confiance à personne. Pas même aux petits scribes graisseux qui juraient que ce travail changerait votre vie. Ils le faisaient, principalement en l'écourtant. Être assassin signifiait vivre de promesses brisées et disparaître avant qu'elles ne vous brisent. Alors, vous avez pris le travail. On vous a menti sur la paye. Vous allez probablement mourir. Maintenant, parlons d'équipement. Oubliez les romans de fantasy et les jeux vidéo furtifs. Il n'y avait pas de lames rétractables aux poignets, bombes fumigènes, poignards enchantés ou arbalètes qui se pliaient proprement dans votre botte.
Votre trousse à outils consistait en tout ce que vous pouviez voler, aiguiser ou cacher sous une cape en lambeaux sans faire de bruit. Si vous aviez de la chance, et je veux dire trouver une pièce d'or dans la chaussure d'un mort chanceux, vous aviez un bon poignard. Pas orné, pas courbé comme une dent de dragon, juste tranchant, espérons-le sans rouille, et idéalement un qui ne sentait pas le dernier type que vous aviez poignardé avec. Le poison. Il existait, bien sûr, mais ce n'était pas aussi glamour qu'un goutte-à-goutte lent dans un gobelet de vin. La plupart des poisons médiévaux étaient imprévisibles, faits de plantes, minéraux ou boyaux de crapauds. Certains agissaient instantanément, certains prenaient des heures, certains faisaient vomir votre victime pendant 2 jours, puis récupérer. Plus en colère et maintenant très méfiante du ragoût. Les cordes, occasionnellement utiles. Vous pouviez étrangler, grimper ou attacher quelque chose avec, mais vous feriez mieux de savoir comment l'utiliser rapidement, parce que rien ne tue l'ambiance comme essayer de lutter avec quelqu'un en marmonnant « Attendez, quel nœud passe en dessous encore ?» Les arcs. Efficace, oui. Si vous en aviez un, saviez comment tirer. Et n'essayez pas de le faire passer clandestinement dans un palais déguisé en arrangeur de fleurs. La plupart des assassinats étaient prêts et personnels. Pas le temps pour un tir à l'arc élégant, juste rapide, silencieux, et espérons-le pas assez salissant pour glisser dedans. Et vous n'aviez pas de sauvegarde. Si votre lame se pliait, cassait ou tombait dans un puits, il était temps d'improviser. Tuiles d'ardoise du toit, peut-être. Clous rouillés, ça valait le coup d'essayer. Boucle de chaussures avec intention, temps désespéré. Vous portiez vos outils cachés dans les ourlets, bottes, ou à l'intérieur de pains évidés si nécessaire. Et vous les gardiez proches, pas pour la sécurité, mais parce que, dans ce métier, votre arme était votre meilleur ami, votre patron et votre seul plan de retraite. Il n'y avait pas d'amélioration, pas de bricolage d'équipement entre les missions. Vous ne polissiez pas votre kit. Vous priez qu'il ne vous trahisse pas au milieu du coup, parce qu'au final, ce n'était pas l'arme qui tuait. C'était vous, seul, mal équipé, et attendu pour accomplir des miracles avec une cuillère et une prière. Les assassins n'étaient pas engagés pour éliminer des ivrognes au hasard dans les ruelles. Personne ne vous payait pour poignarder Jacques, le fabricant de chandelles endormies. Vos cibles étaient importantes. Nobles, évêques, officiers militaires, parfois même de la royauté. Et ces gens, ils étaient très difficiles à tuer. D'abord, il y avait les gardes. Pas un ou deux, des douzaines. Armés, blindés et bien nourris. Certains gardaient le devant, certains l'arrière. Certains se tenaient juste là, l'air intimidant, vous défiant de cligner de l'œil de travers. Vous passiez des jours à mémoriser les schémas de patrouille, les grincements de portes, et exactement combien de marches il fallait avant que le chevalier asthmatique ait besoin d'une pause. Deuxièmement, il y avait les murs. Les châteaux n'avaient pas de porche d'entrée. Ils avaient des herses, des meurtrières et des douves pleines de choses qui mordent. Si vous ne tombiez pas dans l'eau, vous deviez encore vous soucier des meurtrières et de l'huile bouillante. Oui, de l'huile bouillante. Votre description de poste incluait « peut se faire flamber pour avoir jeté un coup d'œil ». Troisièmement, il y avait les domestiques et le personnel, les cuisiniers, scribes et garçons d'écurie. Un mauvais regard de votre part et il chuchoterait au capitaine des gardes plus vite que vous ne pourriez dire « je ne suis que l'herboriste ». Les assassins ne combattaient pas juste les épées. Ils combattaient les ragots. Et les ragots médiévaux voyagent à la vitesse de la lumière, si cela signifie que quelqu'un peut garder sa tête. Et finalement, votre cible actuelle, paranoïaque, à juste titre. Ces gens étaient entourés de poignards dans le dos, de parents avec des revendications sur leur titre et de 3 douzaines de personnes faisant semblant de les aimer. Ils ne mangeaient pas sans un goûteur.
Ils ne dormaient pas sans 3 verrous sur la porte. Certains dormaient même dans des lits leurs, ou changeaient de chambre, comme une version mortelle de la chaise musicale. Et ne vous excitez pas si vous entendez qu'ils assistent à un festin. Oui, ils seront saouls, mais vous aussi. Et vous devrez encore passer les gardes royaux, 3 chiens, un bouffon très alerte, et 50 témoins tenant des chopes. Même s'approcher de votre cible pouvait prendre des semaines. Se faire passer pour un serviteur, soudoyer une femme de chambre, se cacher dans des tonneaux. Et quand le moment arrivait finalement, vous aviez un tir. Un moment précis, parfait, non grinçant, non sanglant. Disparaître fantôme dans la nuit. Ou vous deviendriez le prochain dissuasif public, se balançant de la porte du château avec un panneau disant « Bien essayé ». Soyons honnêtes. Quand vous imaginez un assassin médiéval, vous visualisez probablement des robes noires élégantes, des brassards de cuir, peut-être une capuche mystérieuse flottant au clair de lune. Réalité, vous ressembliez à un berger de chèvres malades avec quelque chose à cacher. Les déguisements au Moyen-Âge n'étaient pas exactement de la haute couture. Vous n'aviez pas de capes sur mesure ou d'armure rétractable. Vous aviez tout ce que vous pouviez récupérer. Des haillons de paysans, une robe de moine de taille trop grande ou les restes d'un uniforme de garde qui sentait définitivement encore son propriétaire précédent. Le but était de se fondre. Mais se fondre signifiait ressembler à tous les autres qui ne s'étaient pas lavés depuis 2 semaines, boitaient de vieilles blessures et avaient un tic nerveux dû à la malnutrition. Vous ne sembliez pas suspect à cause de votre cape. Vous sembliez suspect parce que vous n'arrêtiez pas d'ajuster votre ceinture pour cacher un poignard enveloppé dans de la gaze. Et oubliez les masques. Il n'y avait pas d'option Guy Fawkes. La plupart des couvre-visages vous faisaient juste ressembler à un lépreux, ce qui était génial pour éviter la conversation, mais terrible pour entrer au fait. Si quelqu'un demandait qui vous étiez, vous deviez penser vite. Je suis frère Antoine. Je m'occupe de la prière silencieuse et de l'entretien des toits. Même en supposant que vous passiez les gardes, les maisons nobles n'étaient pas pleines d'idiots. Les serviteurs remarquaient les visages non familiers, surtout ceux qui tâtonnaient avec les pots de chambre et ne pouvaient pas nommer le chat du cuisinier. Vous étiez toujours à un « je ne vous ai jamais vu avant » d'être assommé avec un chandelier. Et si votre déguisement marchait, félicitations. Vous deviez maintenant rester dans le personnage pendant des heures, en faisant semblant de ne pas remarquer toutes les personnes très poignardables qui passaient. Aussi, les perruques, elles n'existaient pas. Si vous aviez besoin de paraître plus âgé ou plus jeune, vous étiez coincé à barbouiller de la saleté sur votre visage, plisser les yeux et espérer que personne ne s'approche assez pour remarquer que votre barbe était collée avec du miel. La vérité était que votre déguisement ne vous protégeait pas. Il vous donnait peut-être 5 minutes de confusion. Après ça, vous deviez être parti, invisible ou très, très convaincant. Et si quelqu'un voyait à travers, eh bien, disons que personne ne veut être l'assassin attrapé dans la buanderie de l'évêque, portant un habit de nonne et tenant une épée, surtout pas un jour de fête. À l'époque médiévale, si vous étiez assassin, vous n'aviez pas d'équipe. Vous n'aviez pas de complice avec une arbalète, un alchimiste intelligent dans un repère secret, ou un gestionnaire qui vous donnait des parchemins codés et des encouragements chaleureux. Vous aviez, vous, un poignard rouillé et des problèmes de confiance paralysants. Il n'y avait pas de guilde, du moins pas sur lesquels vous pouviez vraiment compter. Et s'il y avait des murmures d'une fraternité d'assassins, c'était surtout des bavardages de taverne, alimentés par la bière et l'ennui. Vous aviez plus de chances de rencontrer un fantôme qu'un autre tueur professionnel qui voulait ressauter. Pourquoi l'isolement? Parce que dans votre business, moins de gens savaient que vous existiez, plus longtemps vous viviez. Chaque contact était un risque. Chaque langue déliée, une potence potentielle. Même votre client pouvait ne pas connaître votre vrai nom. Et s'il le connaissait, vous planifiez déjà votre sortie. La camaraderie. Risible. Les amis posaient des questions.
Les amoureux remarquaient les bleus, les taches de sang. Et pourquoi vous dormiez toujours avec une lame sous l'oreiller? Vous ne pouviez pas vous installer. Vous ne pouviez pas vous le permettre. Une erreur, une personne vous reconnaissant au marché. Et toute votre vie se transformait en sprint vers l'égout le plus proche. Même les autres criminels gardèrent leur distance. Les voleurs et contrebandiers étaient sociables. Vous étiez ce type qui faisait disparaître les gens. Ils vous craignaient, ou pire, vous voyaient comme un passif ambulant. Personne ne voulait partager un ragoût avec quelqu'un dont l'occupation pouvait attirer une foule avec des torches. Et n'attendez pas de sympathie. Vous ne pouviez dire à personne combien c'était dur de dormir après avoir étranglé silencieusement un évêque corrompu. Si vous parliez de votre travail, les gens supposaient soit que vous mentiez, soit que vous étiez dangereux. Et ils n'avaient pas tort. Alors, vous gardiez vos secrets, vos cicatrices et vos armes pour vous. Aux auberges, vous vous asseyez dans le coin le plus sombre, dos au mur, yeux toujours balayant la porte. Vous ne buviez jamais trop. Vous ne restiez jamais plus d'une nuit. Vous ne disiez pas votre nom, sauf si quelqu'un vous payait d'abord. Et même alors, ce n'était probablement pas votre vrai. Être un assassin médiéval signifiait perfectionner l'art de disparaître. Pas juste dans une foule, mais de chaque vie que vous n'avez jamais pu avoir. Avant qu'elle ne devienne la redoutable reine de Macédoine, Olympias était connue sous le nom de Myrtale, une princesse molossienne des terres tribales rugueuses d'Épire. Son peuple prétendait descendre d'Achille lui-même, et que le sang des héros coula réellement dans ses veines, ou non, une chose était certaine. Ce n'était pas une femme née pour les seconds rôles de l'histoire. Dès son jeune âge, Myrtale fut imprégnée de mystères et de rituels. Son éducation fut façonnée non seulement par la politique, mais par la prophétie, les rites extatiques et une vénération pour les dieux anciens. Elle n'était pas le genre de princesse qui souriait et brodait des tapisseries. Non, elle était attirée par les serpents, les présages et les cérémonies frénétiques du culte de Dionysos, où les femmes dansaient pieds nus au clair de lune et invoquaient le divin dans des états de transe. Sa connexion au Dieu n'était pas performative. Elle était personnelle. Elle n'adorait pas simplement, elle incarnait. Selon les sources anciennes, probablement écrites par des hommes à la fois terrifiés et ensorcelés, elle gardait des serpents sacrés dans ses chambres et permettait même qu'ils s'enroulent à ses côtés dans son lit. Que ce soit un fait littéral ou le genre de calomnie que les femmes puissantes attirent comme des mouches, nous ne le saurons jamais. Mais ça collait. Pour ses alliés, cela la rendait divine. Pour ses ennemis, cela la rendait dangereuse. Son vrai pouvoir commença non sur un champ de bataille ou dans une salle du trône, mais dans le vacillement inquiétant de la lumière des torches, parmi les murmures des prêtresses et les corps ondulants des serpents. Elle n'était pas juste une princesse. Elle était un oracle vivant, une femme touchée par quelque chose de plus ancien que la politique et de plus froid que l'acier. Alors, quand Philippe II de Macédoine, brutal, brillant et notoirement porté sur la chose, arriva sur l'île de Samothrace pour une initiation religieuse, il ne rencontra pas simplement une belle princesse. Il rencontra un mystère qu'il ne pouvait résister. Leur mariage ne fut pas seulement une alliance politique, ce fut une collision de prophéties et de pouvoir. Et dès le début, ce fut plein de présages. Certains disaient que la foudre frappa le ciel lors de leur nuit de noces. D'autres prétendaient qu'Olympias rêva d'un éclair entrant dans son ventre. Tout cela deviendrait légende. Mais une chose est certaine, l'union d'Olympias et Philippe ne créa pas seulement un enfant. Elle créa Alexandre le Grand, et elle avait l'intention de façonner son destin dès le premier souffle. Le mariage d'Olympias à Philippe II ne fut pas le conte de fées qu'on pourrait attendre d'une reine qui enfanterait un jour un empire. Dès le début, ce fut un mélange combustible de prophétie, d'orgueil et de paranoïa. Philippe, impitoyable, charismatique et collectionnant déjà les épouses comme des trophées,
épousa Olympias vers 357 avant Jésus-Christ. Elle n'était probablement qu'une adolescente, mais elle n'était pas naïve. Elle voyait en Philippe un homme dont l'ambition égalait la sienne, et peut-être même un match divin pour sa destinée spirituelle. La Macédoine n'était pas exactement un royaume facile à intégrer. C'était une terre de fer et d'ambition, où les rois étaient tués par des cousins, et les frères se transformaient en rivaux du jour au lendemain. Mais Olympias, la prêtresse d'Épire, y entra la tête haute et les yeux déjà fixés sur la couronne. Leur mariage fut houleux dès le départ. Philippe, malgré tout son génie politique, n'était pas fait pour la monogamie. Il continuerait à épouser plusieurs femmes, souvent pour des alliances, toujours pour le pouvoir. Mais Olympias n'était pas du genre à s'asseoir tranquillement dans l'ombre. Elle tenait sa propre cour, maintenait ses propres alliances et était connue pour se tourner vers les oracles et les rites pour deviner son avenir et peut-être le sort de Philippe. Puis vint la naissance d'Alexandre. Même cela fut enveloppé de drames célestes. Les légendes racontent qu'Olympias rêva qu'un éclair frappait son ventre et que des flammes dansaient autour de son enfant sans le brûler. Philippe eut prétendument une vision de lui-même scellant le ventre de sa femme avec un lion. Oui, un lion littéral. Qu'ils aient cru à ces visions ou les aient inventées, ils agirent certainement comme si Alexandre était destiné à gouverner non seulement un royaume, mais le monde. Mais même alors que l'enfant était célébré, les fissures du mariage royal s'approfondissaient. Olympias en voulait aux autres épouses de Philippe, surtout sa mariée macédonienne, Cléopâtre Eurydice, qu'il épousa plus tard dans sa vie. C'était plus qu'un problème domestique, c'était une menace. Cléopâtre était née macédonienne, et tout fils qu'elle porterait serait plus pur aux yeux de la noblesse locale. Une menace directe à l'avenir d'Alexandre. Olympias le voyait clairement. Le palais n'était pas juste une maison, c'était un champ de bataille. Et elle utiliserait chaque serpent, rêve, rituel et murmure qu'elle avait pour s'assurer que le trône de son fils ne soit pas pris sans faire face à sa colère. Elle n'était plus Myrtale. Elle était Olympias maintenant, et personne ne prendrait le trône de son fils sans affronter sa fureur. Au moment où Alexandre fut adolescent, le palais macédonien de Pella était devenu une zone de guerre d'insultes voilées, de manœuvres politiques et de rivalités amères. Olympias ne se battait pas seulement pour l'influence, elle se battait pour la survie. Elle savait que la cour était remplie de serpents, mais c'était elle qui leur avait appris comment mordre. Philippe II avait commencé à prendre ses distances avec elle. Il faisait campagne plus, buvait plus, et peut-être pire de tout, écoutait plus ses conseillers macédoniens. Le coup final vint quand il épousa une jeune noble femme nommée Cléopâtre Eurydice, à ne pas confondre avec la Cléopâtre d'Égypte. Cette Cléopâtre était née macédonienne, et son oncle Attale était l'un des principaux généraux de Philippe. Pour Olympias, ce n'était pas juste une trahison, c'était une déclaration de guerre. La cérémonie de mariage fut un désastre. Au festin, Attale, ivre, se moqua d'Olympias et Alexandre, remettant en question la légitimité de la naissance d'Alexandre. Était-il vraiment le fils de Philippe ou était-il l'enfant d'un dieu, comme Olympias aimait le prétendre? C'était censé être une insulte, mais Olympias saisit le mythe. Laissez-les murmurer. Laissez-les croire que son fils était touché par Zeus. Cela le rendait intouchable. Alexandre sortit du festin en trombe. Olympias quitta la Macédoine entièrement, se retirant en Épire. Mais son exil n'était pas une défaite. C'était de la stratégie. Dans sa patrie, elle était encore de la royauté. Elle pouvait rassembler du soutien, murmurer aux oreilles et regarder le palais de Philippe commencer à pourrir de l'intérieur. Elle n'avait pas besoin d'être physiquement présente pour être dangereuse. Puis vint l'onde de choc. Philippe fut assassiné au mariage de sa fille, juste au moment où il était sur le point d'envahir la Perse. Juste au moment où il était au bord de se couronner non seulement roi de Macédoine, mais potentiel empereur du monde connu.
La question qui résonna dans chaque couloir de marbre et hall, éclairé aux torches, était la même. Qui l'a fait? Était-ce Pausanias, le garde du corps éconduit qui accomplit l'acte? Était-ce le résultat d'intrigues de cour? Était-ce Alexandre lui-même? Ou murmure-le doucement, était-ce Olympias? Personne ne pouvait le prouver. Personne n'osait, mais beaucoup le croyaient. Après tout, en quelques jours, Cléopâtre Eurydice et son nouveau-né étaient mortes. Assassinées, disent certains, par Olympias elle-même. Le serpent était revenu au palais, et maintenant rien ne se dressait entre son fils et le trône. Avec Philippe mort et la Macédoine en deuil ou dans la confusion, Olympias fit son mouvement. Alors que d'autres se bousculaient pour comprendre le chaos, elle agit rapidement, brutalement, de manière décisive. D'abord, Cléopâtre Eurydice, la jeune reine macédonienne et épouse rivale, fut éliminée. Selon des récits glaçants, Olympias ne l'a pas simplement fait tuer. Elle rendit sa mort symbolique, publique, humiliant. Certains disent que Cléopâtre fut forcée à se pendre après avoir regardé sa fille nouveau-née être assassinée. D'autres prétendent qu'Olympias fit jeter l'enfant sur un bûcher funéraire. Ce qui est convenu, c'est ceci. Aucune pitié ne fut montrée. Olympias comprenait ce que beaucoup de mères dans les cours antiques refusaient d'accepter. Dans un palais royal, la pitié est un handicap. Un enfant rival, peu importe sa petitesse, est une guerre future. Et Olympias en avait fini de jouer la défensive. Avec Cléopâtre et sa lignée effacée, elle pouvait tourner son attention vers la sécurisation du trône d'Alexandre. Son fils adolescent, audacieux, brillant, déjà formé par Aristote, fut déclaré roi sans opposition sérieuse. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas seulement son charisme ou l'héritage de son père qui le rendait possible. C'était Olympias. Elle savait quels généraux menacer, quels nobles flatter et quels ennemis retirer silencieusement. Elle ne protégeait pas seulement l'ascension de son fils, elle l'ingéniait. Alexandre lui-même n'approuvait pas toujours. Il désapprouva prétendument la violence contre la famille de Cléopâtre. Mais il ne l'arrêta pas non plus, parce qu'au fond, il savait ce qu'Olympias avait toujours su. Le pouvoir exige du sang. Et en Macédoine, les lignées étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Avec son fils maintenant roi, Olympias commença à se retirer légèrement de la vie publique. Mais ce n'était pas une retraite. Elle passa simplement des frappes ouvertes à l'influence chuchotée. Alors qu'Alexandre se préparait à lancer sa conquête de la Perse, elle resta derrière, non comme une reine-mère passive, mais comme la gardienne spirituelle de son destin. Elle lui envoyait des reliques sacrées, consultait les oracles et accomplissait des rituels en son nom. Pour Olympias, la mission de son fils n'était pas seulement militaire, elle était divine. Alexandre n'allait pas à la guerre, il accomplissait la prophétie, et tant qu'elle respirait, aucun rival, macédonien, perse ou autre, ne ferait dérailler ce plan divin. Elle avait couronné son fils, elle avait nettoyé le palais. Maintenant, elle garderait son empire, de derrière le rideau avec les dents découvertes. Partie 3. Knossos et le labyrinthe du Minotaure. Sur l'île baignée de soleil de Crète, à quelques kilomètres au sud de la ville moderne d'Héraclion, se trouve une ruine qui semble plus un rêve qu'un vrai lieu. Des couloirs de pierre serpentent dans toutes les directions. Les pièces se tordent et reviennent sur elles-mêmes. Les escaliers ne mènent nulle part. Il est facile de perdre son sens de l'orientation même aujourd'hui. Cet endroit est Knossos, le cœur de la civilisation minoenne et l'inspiration supposée de l'un des mythes les plus durables de l'histoire humaine, le labyrinthe du Minotaure. Mais avant qu'il y ait une légende, il y avait un palais différent de tous les autres. Construit vers 1900 avant Jésus-Christ et agrandi au cours des siècles, Knossos n'était pas seulement une résidence royale. C'était une ville entière sous un toit, couvrant près de 150 000 pieds carrés. Il comportait plus d'1 millier de pièces, des puits de lumière,
des magasins de stockage, des sanctuaires, des ateliers et ce qui pourrait avoir été les premières toilettes à chasse d'eau de l'histoire. Il avait l'eau courante, des appartements à plusieurs étages et un système complexe de circulation d'air. Ce n'était pas une forteresse primitive. C'était un chef-d'œuvre architectural. Aux archéologues modernes, Knossos ressemble à un chaos organisé. Aux visiteurs anciens, ça ressemblait probablement à de la magie. L'homme qui amena Knossos dans la conscience moderne fut l'archéologue britannique Arthur Evans. Au début des années 1900, Evans fouilla le site et devint rapidement convaincu que c'était l'origine du mythe grec du labyrinthe. La disposition était désorientante, l'architecture profondément symbolique, et partout où il se tournait, il trouvait des motifs de taureaux peints sur les murs, sculptés dans la pierre, ou façonnés en petits charmes dorés. Le taureau, après tout, était sacré pour les Minoens. Evans alla même jusqu'à nommer la civilisation d'après le roi mythique Minos. Que Minos ait été réel ou non, sa légende devint inséparable des ruines. Mais voici le twist. Personne n'a trouvé un labyrinthe littéral. Pas de labyrinthe souterrain, pas de chambre de prison, pas de monstre mi-homme. Ce que nous avons à la place, c'est quelque chose de bien plus mystérieux. Une ville conçue en boucle, ailes et couches, délibérément difficile à naviguer. Et plus vous allez profond, plus les lignes entre histoire et mythologie se brouillent. Alors la question demeure, le Minotaure est-il né de ces murs? Ou le palais lui-même était-il le monstre? Le mythe est aussi célèbre que la ruine. Un monstre mi-homme, mi-taureau piégé dans un labyrinthe si complexe que personne de ceux qui y entraient ne trouvait jamais leur chemin de sortie. Seul Thésée, le héros athénien, réussit à tuer la bête et s'échapper grâce à une pelote de fil et la ruse de la princesse Ariane. Mais d'où venait cette histoire? Et pourquoi un labyrinthe? Les premières versions du mythe parlent du roi Minos, le puissant dirigeant de Crète, qui exigeait un tribut d'Athènes sous forme de 7 garçons et 7 filles chaque année. Ces âmes infortunées étaient nourries au Minotaure, une créature née de punition divine et de honte. Le Minotaure, enfermé dans un labyrinthe souterrain, symbolisait le ventre sombre du pouvoir, quelque chose de sauvage caché derrière la grandeur. Pour les Grecs anciens, la Crète avait longtemps été une terre de richesse, mystère et peur. Son peuple navigateur, les Minoens, était vu comme à la fois élégant et alien. Leur rituel impliquait le sceau de taureau, leur art représentait d'étranges dieux, et leurs palais étaient différents de tout sur le continent. À un Grec visiteur de 1000 avant Jésus-Christ, Knossos aurait pu sembler comme un autre monde. Personne ne pouvait le prouver. Personne n'osait, mais beaucoup le croyaient. Après tout, en quelques jours, Cléopâtre Eurydice et son nouveau-né étaient mortes. Assassinées, disent certains, par Olympias elle-même. Le serpent était revenu au palais, et maintenant, rien ne se dressait entre son fils et le trône. Avec Philippe mort et la Macédoine en deuil ou dans la confusion, Olympias fit son mouvement. Alors que d'autres se bousculaient pour comprendre le chaos, elle agit rapidement, brutalement, de manière décisive. D'abord, Cléopâtre Eurydice, la jeune reine macédonienne et épouse rivale, fut éliminée. Selon des récits glaçants, Olympias ne l'a pas simplement fait tuer. Elle rendit sa mort symbolique, publique, humiliante. Certains disent que Cléopâtre fut forcée à se pendre après avoir regardé sa fille nouveau-née être assassinée. D'autres prétendent qu'Olympias fit jeter l'enfant sur un bûcher funéraire. Ce qui est convenu, c'est ceci. Aucune pitié ne fut montrée. Olympias comprenait ce que beaucoup de mères dans les cours antiques refusaient d'accepter. Dans un palais royal, la pitié est un handicap. Un enfant rival, peu importe sa petitesse, est une guerre future. Et Olympias en avait fini de jouer la défensive. Avec Cléopâtre et sa lignée effacée,
elle pouvait tourner son attention vers la sécurisation du trône d'Alexandre. Son fils adolescent, audacieux, brillant, déjà formé par Aristote, fut déclaré roi sans opposition sérieuse. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas seulement son charisme ou l'héritage de son père qui le rendait possible. C'était Olympias. Elle savait quels généraux menacer, quels nobles flatter et quels ennemis retirer silencieusement. Elle ne protégeait pas seulement l'ascension de son fils, elle l'ingéniait. Alexandre lui-même n'approuvait pas toujours. Il désapprouva prétendument la violence contre la famille de Cléopâtre. Mais il ne l'arrêta pas non plus, parce qu'au fond, il savait ce qu'Olympias avait toujours su. Le pouvoir exige du sang. Et en Macédoine, les lignées étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Avec son fils maintenant roi, Olympias commença à se retirer légèrement de la vie publique. Mais ce n'était pas une retraite. Elle passa simplement des frappes ouvertes à l'influence chuchotée. Alors qu'Alexandre se préparait à lancer sa conquête de la Perse, elle resta derrière, non comme une reine-mère passive, mais comme la gardienne spirituelle de son destin. Elle lui envoyait des reliques sacrées, consultait les oracles et accomplissait des rituels en son nom. Pour Olympias, la mission de son fils n'était pas seulement militaire, elle était divine. Alexandre n'allait pas à la guerre, il accomplissait la prophétie. Et tant qu'elle respirait, aucun rival, macédonien, perse ou autre, ne ferait dérailler ce plan divin. Elle avait couronné son fils, elle avait nettoyé le palais. Maintenant, elle garderait son empire, de derrière le rideau, avec les dents découvertes. Sur l'île baignée de soleil de Crète, à quelques kilomètres au sud de la ville moderne d'Héraclion, se trouve une ruine qui semble plus un rêve qu'un vrai lieu. Des couloirs de pierre serpentent dans toutes les directions. Les pièces se tordent et reviennent sur elles-mêmes. Les escaliers ne mènent nulle part. Il est facile de perdre son sens de l'orientation même aujourd'hui. Cet endroit est Knossos, le cœur de la civilisation minoenne et l'inspiration supposée de l'un des mythes les plus durables de l'histoire humaine, le labyrinthe du Minotaure. Mais avant qu'il y ait une légende, il y avait un palais différent de tous les autres. Construit vers 1900 avant J.C. et agrandi au cours des siècles, Knossos n'était pas seulement une résidence royale, c'était une ville entière sous un toit, couvrant près de 150 000 pieds carrés. Il comportait plus d'1 millier de pièces, des puits de lumière, des magasins de stockage, des sanctuaires, des ateliers, et ce qui pourrait avoir été les premières toilettes à chasse d'eau de l'histoire. Il avait l'eau courante, des appartements à plusieurs étages et un système complexe de circulation d'air. Ce n'était pas une forteresse primitive, c'était un chef-d'œuvre architectural. Aux archéologues modernes, Knossos ressemble à un chaos organisé. Aux visiteurs anciens, ça ressemblait probablement à de la magie. L'homme qui amena Knossos dans la conscience moderne fut l'archéologue britannique Arthur Evans. Au début des années 1900, Evans fouilla le site et devint rapidement convaincu que c'était l'origine du mythe grec du labyrinthe. La disposition était désorientante, l'architecture profondément symbolique, et partout où il se tournait, il trouvait des motifs de taureaux peints sur les murs, sculptés dans la pierre, ou façonnés en petits charmes dorés. Le taureau, après tout, était sacré pour les Minoens. Evans alla même jusqu'à nommer la civilisation d'après le roi mythique Minos. Que Minos ait été réel ou non, sa légende devint inséparable des ruines. Mais voici le twist. Personne n'a trouvé un labyrinthe littéral. Pas de labyrinthe souterrain, pas de chambre de prison, pas de monstre mi-homme. Ce que nous avons à la place, c'est quelque chose de bien plus mystérieux. Une ville conçue en boucle, aile et couche, délibérément difficile à naviguer. Et plus vous allez profond, plus les lignes entre histoire et mythologie se brouillent. Alors la question demeure. Le Minotaure est-il né de ces murs, ou le palais lui-même était-il le monstre?
Le mythe est aussi célèbre que la ruine, un monstre mi-homme, mi-taureau piégé dans un labyrinthe si complexe que personne de ceux qui y entraient ne trouvait jamais leur chemin de sortie. Seul Thésée, le héros athénien, réussit à tuer la bête et s'échapper grâce à une pelote de fil et la ruse de la princesse Ariane. Mais d'où venait cette histoire? Et pourquoi un labyrinthe? Les premières versions du mythe parlent du roi Minos, le puissant dirigeant de Crète, qui exigeait un tribut d'Athènes sous forme de 7 garçons et 7 filles chaque année. Ces âmes infortunées étaient nourries au Minotaure, une créature née de punitions divines et de honte. Le Minotaure, enfermé dans un labyrinthe souterrain, symbolisait le ventre sombre du pouvoir, quelque chose de sauvage, caché derrière la grandeur. Pour les Grecs anciens, la Crète avait longtemps été une terre de richesse, mystère et peur. Son peuple navigateur, les Minoens, était vu comme à la fois élégant et alien. Leur rituel impliquait le sceau de taureau, leur art représentait d'étranges dieux, et leur palais était différent de tout sur le continent. À un Grec visiteur de 1000 avant JC, Knossos aurait pu sembler comme un autre monde. Le taureau lui-même était sacré dans la culture minoenne. Les fresques montrent de jeunes hommes et femmes sautant par-dessus des taureaux chargeants dans des exhibitions rituelles. Les cornes de consécration, cornes de taureaux stylisés, apparaissent sur les toits et autels. Combinez cela avec un palais qui ressemble à un labyrinthe, et les ingrédients d'une légende commencent à mijoter. Mais que se passerait-il si le Minotaure n'était pas juste un monstre? Que se passerait-il si c'était une métaphore? Certains savants croient que le conte reflète une mémoire de la dominance crétoise sur l'Égée, une époque où Athènes payait vraiment tribut à un pouvoir plus fort, plus étrange. Le labyrinthe pourrait symboliser le piégement politique d'États plus faibles. Et le Minotaure, la force brute, terrifiante, derrière la règle minoenne. D'autres argumentent que c'est plus psychologique. Le labyrinthe comme l'esprit inconscient, le Minotaure comme nos pulsions cachées, et Thésée, le héros, marchant courageusement dans l'obscurité, guidé seulement par le fil de mémoire. Encore, le mythe reste emmêlé avec Knossos. Le palais est la chose la plus proche que nous ayons jamais trouvée d'un vrai labyrinthe. Pas de monstre, pas d'Ariane, mais peut-être quelque chose de plus profond. Pas juste un mythe résonnant à travers l'histoire, mais une histoire qui demandait à devenir mythe. Longtemps avant qu'Athènes n'élève ses temples de marbre, où Sparte aiguise ses lances, il y avait la civilisation minoenne, l'une des premières sociétés avancées d'Europe. Il régnait non par conquête, mais par commerce, art, et ce qui semble être une commande presque surnaturelle d'architecture. Au cœur de leur pouvoir se dressait Knossos, un palais qui n'était pas seulement un siège de royauté. C'était un hub de culture, rituel et économie. Les Minoens prospérèrent d'environ 2600 à 1400 avant J.B.C. Basés en Crète, ils développèrent un réseau commercial tentaculaire qui atteignait l'Égypte, la Mésopotamie, le Levant et même les côtes lointaines d'Espagne. Leurs navires coupaient à travers la Méditerranée comme des flèches silencieuses apportant poterie, safran, bronze et bien de luxe. Ils ne construisirent pas de vastes armées. Ils construisirent des relations, et cela, plus que les armes, les rendit riches. Ce qui est le plus frappant à propos de la culture minoenne, c'est comme elle était différente de leurs successeurs grecs plus tard. Leur art célébrait la nature, les animaux et le mouvement humain fluide, pas la guerre ou punition divine. Les fresques montrent des danseurs, dauphins et athlètes sautant par-dessus des taureaux. Même leurs déesses sont différentes. Des figures puissantes aux seins nus, tenant souvent des serpents, symboles de fertilité, transformation ou protection. Au centre de tout cela était Knossos, non une forteresse sur une colline, mais un complexe dans une vallée fertile. Il n'avait pas de mur défensif massif, suggérant que les Minoens se sentaient soit en sécurité sur leur île,
soit projetaient assez de pouvoir pour rendre la défense inutile. Leur confiance était architecturale. Bâtiments à plusieurs étages, cours à colonnades et systèmes de plomberie avancés laissaient entrevoir une société loin devant son temps. Et pourtant, pour toute leur sophistication, les Minoens ne laissèrent derrière aucun dossier écrit déchiffré. Leur écriture primaire, linéaire A, reste illisible à ce jour. Nous ne savons pas comment ils s'appelaient. Nous ne savons pas ce que leur roi croyait, quelles prières ils parlaient, ou ce qui arrivait vraiment derrière les murs de Knossos. Tout ce que nous avons, ce sont leurs ruines, leur art et leur influence, absorbés plus tard par les Mycéniens et raisonnés dans les mythes grecs. Les Minoens n'étaient pas juste constructeurs de palais, ils étaient architectes de mystères. Et Knossos n'était pas simplement un bâtiment. C'était le cœur battant d'une civilisation qui scintilla un moment, comme la lumière du soleil sur l'Égée, puis disparut. Mais certains disent que leur écho erre encore dans le labyrinthe. Marcher à travers Knossos, c'est marcher à travers le temps. Du temps en couche, confus, beau. Ce n'est pas juste l'échelle qui vous submerge, c'est le design. Les pièces mènent aux pièces. Les couloirs se divisent et disparaissent. Les puits de lumière coupent à travers le cœur du bâtiment. Les escaliers spiralent dans les ombres ou émergent soudainement dans des cours ensoleillées. Rien ne bouge en ligne droite. Il n'est pas dur de voir pourquoi les visiteurs anciens auraient pu murmurer labyrinthe. Knossos n'était pas juste un palais, c'était un organisme vivant. Couvrant environ 150 000 pieds carrés, le complexe contenait plus d'1 millier de chambres, certaines minuscules, certaines grandioses. Ce n'étaient pas des pièces placées au hasard, c'étaient des ateliers construits dans un but, espaces de stockage, sanctuaires, appartements et salles de trône, tous arrangés autour d'une grande cour centrale qui peut avoir hébergé des cérémonies publiques ou rituels de saut de taureau. Le palais fut construit sur plusieurs niveaux, jusqu'à 4 ou 5 étages de haut par endroits, utilisant des pentes naturelles et terrasses artificielles. Pour le naviguer sans se perdre, vous auriez besoin de mémoire, instinct ou un fil comme Thésée. Et pourtant, ce chaos apparent cache une intelligence remarquable. Les Minoens maîtrisèrent la ventilation passive, refroidissant les pièces à travers des puits d'air et escaliers ouverts. Ils canalisèrent l'eau de pluie à travers des tuyaux d'argile et avaient des toilettes qui tiraient longtemps avant que Rome le rende à la mode. L'une des zones les plus iconiques est la soi-disant salle du trône, nommée pour la chaise d'albâtre construite dans le mur flanqué de bancs. Autour d'elle sont des fresques de griffons, gardiens mythiques. Était-ce le siège d'un roi prêtre? La chambre d'une déesse? Une cour sacrée? Personne ne sait avec certitude. Et les murs, ils parlent en couleurs. Des fresques vibrantes montrent des dauphins nageant au-dessus de baignoires. Des femmes en jupes élégantes avolant avec des seins nus. Des jeunes sautant des taureaux en plein air. L'art n'était pas juste décoration. C'était identité. Fluide, naturel, profondément connecté à terre et mer. Encore, plus vous allez profond, plus Knossos commence à désorienter. Certaines parties semblent intentionnellement complexes, comme si elles étaient conçues pour confondre. Peut-être que c'est la racine de la légende du labyrinthe. Non une prison pour monstres, mais un palais qui se sentait vivant. Un bâtiment construit pour faire vous demander où vous étiez et ce qui attendait au prochain coin. Pas de porte verrouillée, pas de bête mythique. Juste un endroit construit pour vous faire questionner où vous étiez et ce qui attendait au coin suivant. Les ingénieurs antiques savaient exactement ce qu'ils faisaient. Les premiers béliers étaient portatifs. Des équipes de soldats soulevaient simplement un tronc d'arbre et le fracassaient contre les défenses ennemies comme des bûcherons frénétiques. Mais avec le temps, le bélier évolua. Les ingénieurs réalisèrent qu'en montant le bélier à l'intérieur d'un châssis à roues, souvent avec un toit pour protéger l'équipe des flèches et de l'huile bouillante,
Ils transformaient un outil en arme de terreur. Les Assyriens, maîtres de la guerre de siège, transformèrent les béliers en armes psychologiques. Leur tour de siège, combinant bélier avec plateforme d'archer, signifiait qu'une porte de ville était détruite pendant que les défenseurs étaient sous feu constant. Les sculptures en relief de Ninive montrent des béliers avec des pointes de fer pointues roulant vers les portes de villes rebelles comme des dieux de destruction au mouvement lent. Et ce n'était pas juste la porte d'entrée qu'ils fracassaient. Les béliers étaient souvent utilisés pour percer des points faibles dans les murs, battre les tours de guet ou effondrer des herses entièrement. Leur présence signifiait une chose: se rendre ou regarder vos défenses s'effriter comme du pain rassis. Les Grecs les raffinèrent. Les Romains les perfectionnèrent. Les ingénieurs romains construisirent des béliers massifs, appelés aries, latin pour bélier, suspendus avec des chaînes ou cordes à l'intérieur d'énormes abris de graines. Certains étaient si grands qu'ils nécessitaient des douzaines d'hommes pour fonctionner. Et le rythme de leurs poutres oscillantes était dit sonner comme le tonnerre roulant sur la pierre. Et pourtant, pour toute leur force brute, les béliers nécessitaient un sérieux travail d'équipe. Les opérateurs devaient garder le bélier oscillant en 5, tout en le défendant aussi des missiles brûlants, pierres et toutes sortes de substances immondes lancées d'en haut. Un bélier arrêté était un bélier mort. Encore, quand un bélier se mettait en route, vraiment en route, il était inarrêtable. Muscles de bois contre maçonnerie humaine. C'était de la physique antique, armée, et ce n'était que le début de comment les ingénieurs feraient pleurer les murs. Si le bélier était la brute, la catapulte était le tacticien. Là où les béliers fracassèrent de près, les catapultes attaquaient à distance, lançant non seulement des pierres, mais de la terreur psychologique. C'étaient les premières vraies pièces d'artillerie de l'histoire militaire. Et elles révolutionnèrent la guerre de siège, en armant la physique de façon qui semblait presque magique à l'ennemi. Les premières catapultes émergèrent du monde grec vers le IVe siècle, avant J-Pan-Vissé, produit de brillants esprits qui voulaient ajouter portée et momentum à la guerre. Denis le tyran de Syracuse, un tyran avec un goût pour la violence de pointe, commissionna les premières catapultes à torsion, dispositifs qui utilisaient des paquets torsadés de tendons ou cheveux comme ressort de tension. Ce n'étaient pas des frondes pour géants, c'étaient des instruments précis de terreur de siège. Le génie résidait dans leur mécanique. Les ingénieurs découvrirent qu'en tordant les cordes étroitement, souvent faites de tendons animaux, ils pouvaient stocker d'énormes quantités d'énergie potentielle. Quand relâchée, cette force pouvait lancer des pierres, javelots ou même projectiles flamboyants à des centaines de mètres. Les deux types principaux évoluèrent rapidement. La baliste, qui lançait des boulons massifs comme une arbalète géante, et la catapulte lanceuse de pierres, qui lobait des rochers par-dessus les murs ou directement aux fortifications. Puis vinrent les ingénieurs romains, qui ne rencontrèrent jamais une idée grecque qu'ils ne pouvaient améliorer. Ils construisirent des catapultes qui pouvaient être démontées, empaquetées sur des chariots et réassemblées sur site. Moteurs de siège portables pour armées professionnelles. Certaines catapultes romaines pouvaient tirer des pierres de 60 livres à vitesses incroyables, capables de déchirer portes de bois, créneaux et occasionnellement soldats malchanceux. Les catapultes n'étaient pas juste de destruction, elles étaient de spectacle. Les généraux antiques les utilisaient pour envoyer des messages, parfois littéralement. Les cadavres étaient lancés par-dessus les murs pour répandre maladie et peur. Les têtes coupées étaient lobées dans les villes assiégées pour briser le moral. Dans un cas glaçant, des corps malades étaient tirés en territoire ennemi comme une forme précoce de guerre biologique. Mais les catapultes avaient leurs défauts. Elles étaient lourdes, nécessitaient des équipes qualifiées et pouvaient être rendues inutiles par mauvais terrain. Encore, quand installées correctement, elles pouvaient battre une ville en soumission à distance sûre. Et pour la première fois dans l'histoire, les villes réalisèrent que leurs épais murs de pierre
ne devait pas seulement résister à un bélier. Il devait survivre aux cieux. Parce que maintenant, la destruction venait en volant. Si la catapulte était intelligente, le trébuchet était majestueux, s'élevant, grinçant et terrifiant. C'était le roi incontesté de la guerre de siège médiévale. Quand on apparaissait sur le champ de bataille, ce n'était pas juste une arme, c'était une déclaration. Il disait « Vos murs ne signifient rien ». Contrairement à ses cousins à tension, le trébuchet comptait sur la gravité. À son cœur était un principe simple, un long bras oscillant monté sur un châssis robuste avec un lourd contrepoids à une extrémité et une fronde à l'autre. Levez le poids, laissez-le tomber, et le bras fouetterait autour, projetant la fronde et sa charge mortelle dans un haut arc par-dessus les défenses ennemies. C'était de la destruction contrôlée, précise, prévisible et dévastatrice. L'origine du trébuchet peut être tracée au premier modèle à traction, utilisé par les Chinois dès le IVe siècle avant Ji Zhexie, où la main-d'œuvre remplaçait les contrepoids. Mais le trébuchet à contrepoids, la version qui réécrirait la guerre de siège en Europe et le monde islamique, émergea au XIIe siècle, possiblement à travers des intermédiaires byzantins ou musulmans. Une fois que l'Europe mit la main sur le design, il se répandit comme un feu de forêt à travers châteaux et croisades. Le pouvoir était stupéfiant. Un trébuchet bien construit pouvait lancer des projectiles de 300 livres sur 300 mètres. Des pierres de la taille de meubles s'écrasaient dans les tours, pulvérisaient les murs ou créaient des cratères dans le moral ennemi. Mais la vraie magie était dans l'arc. Contrairement aux catapultes, les trébuchets pouvaient lancer des projectiles par-dessus les murs avec finesse. Cela signifiait qu'ils ne fracassaient pas juste les défenses. Ils frappaient les cours, casernes et dépôts de fournitures à l'intérieur. Et ce n'était pas juste des pierres. Les trébuchets lançaient tout. Animaux malades, poix brûlantes, peau de chaux pour aveugler les défenseurs, même des messages ou insultes enveloppées autour de rochers. Un récit légendaire du siège du château de Stirling en Écosse raconte de Warwolf un trébuchet si massif que l'ennemi se rendit avant même qu'il soit tiré. Le roi refusa d'accepter la reddition juste pour pouvoir tester la machine. Mais pour toute sa gloire destructrice, le trébuchet n'était pas rapide. Il prenait des heures à construire, des minutes à recharger et exigeait des ingénieurs qualifiés. Encore, aucune autre arme de siège ne combinait portée, force et horreur psychologique tout à fait comme lui. C'était la version médiévale d'un marteau au ralenti des cieux. Et quand ce contrepoids tombait, les villes retenaient leur souffle. Alors que les catapultes lançaient de loin et les béliers fracassaient les portes, les tours de siège adoptèrent une approche plus personnelle. Elles roulaient directement à la porte d'entrée de l'ennemi et déposaient des envahisseurs armés. Imaginez un gratte-ciel de bois sur roue, couvert de peau mouillée pour prévenir le feu, hérissé d'archers et lanciers. C'était la tour de siège, l'équivalent antique d'un transporteur de personnel blindé et forteresse mobile en un. Et quand une de celles-ci commençait à rouler vers vos murs de ville, vous saviez que le vrai combat était sur le point de commencer. Les tours de siège n'étaient pas subtiles. Elles étaient grandes, audacieuses et terriblement efficaces quand utilisées correctement. Les Assyriens peuvent avoir été parmi les premiers à les déployer au IXe siècle avant J.C., mais ce furent les Grecs, et surtout les royaumes hellénistiques, qui prirent le design aux extrêmes théâtraux. Pendant le siège de Rhodes, en 305 avant J.C., le général macédonien Démétrius construisit une tour de 9 étages appelée l'Hélépolis, ou preneur de ville. Elle faisait plus de 100 pieds de haut, équipée de catapultes, couverte de plaques de fer et déplacée par des milliers de soldats. Elle se brisa aussi sous son propre poids. Mais l'ambition inégalée. La logique derrière les tours de siège était simple. Les murs ne marchent que si vous ne pouvez pas passer par-dessus. Les tours de siège éliminaient cet avantage en créant une plateforme élevée,
depuis laquelle les attaquants pouvaient descendre sur les créneaux, contournant portes et échelles d'escalade. Depuis le pont supérieur, les archers pouvaient faire pleuvoir la mort sur les défenseurs, pendant que les troupes aux niveaux inférieurs se préparaient à embarquer. Mais ces tours n'étaient pas invincibles. Elles étaient lentes, vulnérables à la boue, et cibles principales pour défenseurs, avec flèches de feu, rochers roulants ou même terrain saboté. Les défenseurs intelligents creuseraient des fossés, inonderaient des douves ou construiraient des murs intérieurs secondaires, connus comme défense de contrescarpe, juste pour arrêter l'approche d'une tour. Encore, quand elle marchait spectaculairement. Une brèche dans le mur était une chose, mais avoir votre propre rempart soudainement bondé de soldats ennemis, c'était le chaos. Les tours de siège transformèrent le champ de bataille d'un concours horizontal de force à une course verticale pour survie. Elles firent de la hauteur un atout et un handicap. Et une fois que la planche de débarquement tomba d'une tour de siège au mur de ville, il n'y avait pas de retour. C'était le moment pour l'enfer main à main. Alors que les béliers fracassaient et les trébuchets planaient, certaines des tactiques de siège les plus dévastatrices se déroulaient silencieusement sous terre. Le tunneling de siège ou sapement était l'art sombre de vaincre une ville, en enlevant le sol sur lequel elle se tenait. Littéralement, l'idée était antique et horriblement efficace. Creusez sous le mur ennemi, étayez-le avec des supports en bois, puis mettez le feu à ces supports. Quand les poutres brûlaient, le tunnel s'effondrait, emportant les fondations du mur avec lui. Un moment, votre ville se tenait forte. Le suivant, une section massive du mur extérieur s'effritait comme du pain rassis. Cette méthode ne paraissait pas glorieuse. Il n'y avait pas de grands engins ou lancements tonitruants, mais le tunneling était le tueur lent, invisible de la guerre de forteresse. Les Assyriens pratiquaient des versions précoces, mais la technique atteignit sa pleine maturité avec les Grecs, Perses et plus tard les armées européennes médiévales. Pendant le siège de Platée en 429 avant J.C., les Spartiates tentèrent de creuser sous les murs, seulement pour que les défenseurs creusent des contre-tunnels et les interceptent en pleine excavation, transformant le sol en un cauchemar de combat au couteau. Cette tactique défensive devint connue sous le nom de contre-minage, et elle ajouta un élément inquiétant à la guerre de siège. Imaginez des soldats creusant dans l'obscurité totale, des centaines de pieds sous terre, écoutant le son de pioches ennemies. Au moment où ils entendèrent frapper, ils couraient pour intercepter, résultant souvent en escarmouches violentes, claustrophobes menés à la lumière des torches avec couteaux et pelles. Il n'y avait pas de gloire là-dedans, juste terreur, suffocation et saleté. Mais quand le minage marchait, les résultats étaient catastrophiques. L'un des exemples les plus infâmes vint en 1212 pendant le siège du château de Rochester en Angleterre. Les forces du roi Jean creusèrent sous le mur sud, emballèrent la mine avec de la graisse de porc et y mirent le feu. Les supports s'effondrèrent, faisant tomber la tour entière au-dessus. Les défenseurs furent stupéfaits et se rendirent peu après. Au XIIIe siècle, les ingénieurs de siège devinrent spécialistes dans l'identification de fondations faibles, mesurer le comportement du sol et planifier des effondrements avec précision terrifiante. Ils étaient géologues et démolisseurs roulés en un. Et bien que le tunneling nécessitait temps, main-d'œuvre et un peu de folie, il prouva une vérité sur la guerre de siège. Si vous ne pouviez pas passer par-dessus le mur, et vous ne pouviez pas passer à travers, vous pouviez toujours l'abattre par-dessous. Tout le drame de la guerre de siège ne venait pas des attaquants. Pour chaque bélier construit ou tour roulé en avant, les défenseurs avaient leur propre truc mortel. Et parfois ces trucs étaient chauds. Commençons par le plus terrifiant d'entre eux, le feu grégeois, développé par les Byzantins vers le 7e siècle après J.C. Le feu grégeois était une substance mystérieuse semblable au napalm qui pouvait coller aux navires, murs et chair.
et continuaient à brûler même sur l'eau. Pulvérisés depuis des siphons ou lancés dans des pots d'argile, ils créaient des scènes de pur chaos. À ce jour, personne ne sait exactement comment il était fait. La formule était si secrète qu'elle mourut avec l'Empire, mais ses effets légendaires. Des flottes entières furent réduites à des squelettes flamboyants en minutes. Et ce n'était que le début. Dans des défenses plus low-tech, les liquides bouillants étaient les armes de choix. L'eau bouillante, huile ou sable seraient versées des meurtrières, ces ouvertures charmantes dans les plafonds de passage ou tours directement sur les envahisseurs en dessous. L'huile était particulièrement crainte. Contrairement à l'eau, elle collait à la peau, s'imbibant dans vêtements et armures avant d'être mise à feu. Imaginez grimper une échelle de siège seulement pour être accueilli avec du feu que vous ne pourriez jamais éteindre. Le sable chaud, bien que moins dramatique, était vicieux à sa propre façon. Il glisserait dans les gaps d'armure, spécialement autour du cou ou poignet, causant brûlures au second et troisième degré pendant qu'il cuisait la chair en dessous. Ça ne paraissait pas impressionnant à distance, mais ça transformait des guerriers audacieux en épaves hurlantes en secondes. Les défenseurs comptaient aussi sur les bonnes vieilles lois de physique. La gravité devint une arme. Des pierres géantes, bûches ou même animaux morts étaient lâchés des parapets sur les engins de siège ou formations denses de troupes. Le but n'était pas juste de tuer, c'était de casser les machines et morales en une fois. Et puis, il y avait les pièges. Fosses cachées, ponts qui s'effondrent, barricades hérissées. Les châteaux devinrent puzzles de douleur conçus pour ralentir, confondre et punir. Tout cela servait un but, délai. Chaque minute qu'un mur tenait était une minute plus près des lignes d'approvisionnement ennemies qui s'amenuisaient, de maladies se répandant dans camps ou de renforts arrivant. La guerre de siège était un jeu d'attrition. Et alors que les attaquants avaient la physique de leur côté, les défenseurs avaient créativité et beaucoup de rage bouillante. Dans la guerre de siège, la destruction brute n'était que la moitié du but. L'autre moitié était domination psychologique, briser la volonté des défenseurs avant même que les murs tombent. Les armes de siège n'étaient pas juste des outils de guerre. C'étaient des symboles massifs, grinçants, flamboyants de doom. Chaque roue gémissante d'une tour de siège, chaque rocher en arc lancé par un trébuchet était conçu pour planter une graine dans les esprits de ceux derrière les murs. Vous n'êtes pas en sécurité. Les commandants antiques le savaient. Les Assyriens paradaient leurs engins de siège ouvertement, les traînant à travers déserts avec grand fanfare. Les Romains construisaient leurs camps de siège directement en vue de l'ennemi, laissant les défenseurs regarder pendant que béliers étaient assemblés et catapultes testées. Le siège était théâtre, et peur faisait partie du script. Parfois, les charges elles-mêmes portaient un message. Des têtes coupées de messagers ou généraux seraient lancées par-dessus les murs, souvent portant encore leur armure. Au siège de Constantinople, les défenseurs furent bombardés non seulement avec rochers, mais avec corps. Des cadavres malades lancés pour répandre panique et peste. Pendant le siège mongol de Kaffa en 1346, on croit que lancer des corps infectés de peste par-dessus les murs aida à déclencher des épidémies de mort noire en Europe. Le trébuchet n'était pas juste une arme, c'était une annonce. Quand un de ces géants était roulé en place, tout le monde à l'intérieur de la forteresse pouvait l'entendre avant de le voir. Le grincement des treuils, le broyage des cordes, le tunk lourd du contrepoids, comme le battement de cœur d'une tempête arrivante. Mais la partie la plus dangereuse, l'inconnu. Vous ne saviez jamais ce qui venait ensuite. Serait-ce une pierre, un tonneau de feu, une pluie de flèches, ou juste silence? Silence omineux, lourd pendant que les ingénieurs ajustaient leur visée. Même les sons devenaient armes psychologiques. Le thump rythmique d'un bélier ou le silence soudain avant un tir rendrait les défenseurs fous d'anticipation. Pour les commandants, le but était de créer désespoir.
convaincre l'ennemi que résistance était inutile, que leur Dieu les avait abandonnés, que leur mur n'était rien que obstacle temporaire dans le chemin du destin. Et quand ce barrage mental craquait finalement, les portes s'ouvraient souvent sans combat. Parce que dans la guerre de siège, parfois l'esprit s'effondrait avant la maçonnerie. Pendant que la poudre à canon tonnait sur le champ de bataille à la fin de l'ère médiévale, l'âge des engins de siège traditionnels arriva à une fin lente qui se brisait. Mais leur héritage ne disparut pas, il évolua. L'invention des canons changea tout. Un seul tir bien placé d'un canon pouvait faire en secondes ce qu'un trébuchet prenait heures à accomplir. Les murs de pierre, une fois considérés impénétrables, devinrent handicap. Au XVe siècle, les grands châteaux d'Europe s'effritaient, non du minage ou feu, mais de boulets de fer s'écrasant à travers leurs parapets. La guerre de siège était entrée dans sa phase suivante, explosive, brutale et assourdissante. Et pourtant, les principes posés par les ingénieurs de siège antiques ne disparurent jamais. L'artillerie moderne doit encore une dette à la catapulte et trébuchet. Chaque missile balistique et obusier à longue portée n'est qu'un descendant high-tech de la même question. Comment cassez-vous ce qui est censé être incassable à distance? Physique, trajectoire, tension et force. Tout découvert, testé et perfectionné des siècles avant que la poudre à canon entre jamais dans l'histoire. Même la psychologie militaire aujourd'hui, choc et effroi, puissance de feu écrasante, dominance visible, a ses racines dans les tactiques de siège anciennes. Ces engins de siège s'élevant, roulant en avant, avec drapeau claquant dans le vent, étaient le choc et effroi original. Ils n'étaient pas juste de percer un mur. Ils étaient de briser l'esprit d'une ville. Vous pouvez encore voir leur héritage gravé dans les ruines de villes anciennes. À Masada, où rampes de siège romaines cicatrisent encore le désert. À Constantinople, où couches de murs tinrent pendant 1000 ans contre chaque machine imaginable, jusqu'à ce que le feu de canon les fasse finalement tomber au château à travers Europe, où tours rondes et bastions en angle racontent l'histoire d'un monde se redessinant constamment pour survivre au prochain siège. Et aujourd'hui, même dans un monde de drones et missiles guidés par satellite, la guerre de siège n'a pas disparu. Elle est juste devenue numérique. Les villes sont encore encerclées. Les défenseurs sont encore isolés. Les murs sont maintenant firewall, blocus ou même blackout médiatique. Mais l'âme du siège reste la même. Quelqu'un veut entrer. Quelqu'un veut les garder dehors. Et les deux sont disposés à attendre, construire et casser pour gagner. Les béliers sont partis. Les trébuchets sont pièces de musée. Mais l'esprit de la guerre de siège, il est aussi vivant et aussi destructeur que jamais. Dans ce monde où l'histoire semble parfois bouger trop vite, où les écrans brillent et les notifications sonnent, il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans ces histoires anciennes. Des assassins qui se glissaient dans l'ombre avec rien que courage et acier froid. Des reines qui gouvernaient avec serpents et prophéties. Des palais construits comme labyrinthes où chaque couloir murmurait de mystère. Et des machines de guerre qui transformaient physique en poésie, même si cette poésie était écrite en pierre volante et murs qui tombent. Ces histoires nous rappellent que l'humanité a toujours été compliquée, brutale, belle et surprenante. Nous construisons des merveilles et nous les détruisons. Nous créons des mythes et vivons dedans. Nous rêvons de gloire et découvrons que la réalité est bien plus étrange que n'importe quel rêve. Alors, pendant que vous dérivez vers le sommeil ce soir, peut-être que vous rêverez de couloirs anciens, de machines qui grincent, ou de reines avec serpents enroulés autour de leurs bras. Et peut-être, juste peut-être, vous vous réveillerez un peu plus fasciné par les ombres complexes que nos ancêtres ont laissées derrière eux. Des ombres qui nous rappellent que l'histoire n'est pas juste ce qui s'est passé. C'est ce qui continue à arriver, encore et encore, dans chaque cœur qui bat et chaque rêve qui refuse de mourir. Bonne nuit, et que vos labyrinthes soient pleins de merveilles, pas de monstres.